Quelles sont les valeurs de la noblesse que vous défendez encore aujourd'hui? C'est quoi? C'est un désintéressement? Et en même temps, après, d'accorder une importance folle pour des choses qui paraissent dérisoires. Oui, comme les boutons de manchette. Tout à fait, voilà, tout à fait. Par exemple, moi, les seuls boutons de manchette que j'ai, c'est les boutons de manchette du Jockey Club dont je suis membre. Et voilà, ça, par exemple, ce détail m'importe. Oui, en fait, j'ai eu tort de dire que vous n'étiez pas snob. Louis-Henri de La Rochefoucauld, bonsoir. Vous publiez L'amour moderne aux éditions Robert Laffont. Vous avez 40 ans, vous êtes critique littéraire à l'Express, comme Angelo Rinaldi, notre maître à tous. Alors, l'amour moderne est-il impossible? Il est difficile, mais je dirais que dans ce livre, qui paraît assez pessimiste en grande partie, j'essaye quand même de montrer qu'un acte 2 est possible. Oui. Pour 2 des 3 personnages, quoi. Ah oui. Qu'est-ce qui rend l'amour compliqué aujourd'hui par rapport à il y a un siècle ou deux? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est la folie? Est-ce que c'est la technologie? Ce qui est vrai, c'est que j'ai appelé ce livre L'amour moderne avec une pointe d'ironie, parce que finalement, moi je pense qu'on n'a rien fait de mieux depuis l'amour courtois, il y a quelques siècles. Et finalement, j'aurais pu appeler ce livre L'amour anti-moderne. Et en effet, je pense que rien n'est fait pour simplifier les rapports dans les couples aujourd'hui. Alors, je résume votre pensée. L'amour courtois, c'est quoi? C'est un baladin, un troubadour qui chante au pied d'une tour où une belle dame ne le verra jamais. Tout à fait. C'est ça votre conception de l'amour idéal? Oui, un amour comme ça, un peu éthéré. Oui. Me semblait une... est-ce qu'au XXe siècle, on a fait mieux? J'en suis pas sûr. Est-ce que le mariage bourgeois, c'était mieux? Je crois pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, le chemsex, c'est mieux? Dieu merci, moi je suis trop vieux pour avoir connu tout ça. Puis essayer, oui. Ça débute par un crime épouvantable qui a eu lieu en 1994. Un père de famille qui a tué sa femme et ses 2 enfants, un enfant ayant survécu. Exactement. En se planquant dans un placard. Et c'était la famille parfaite. C'est-à-dire que ce que vous voulez peut-être montrer, c'est que même les familles, et surtout les familles qui ont l'air le plus normal, le plus impeccable, en réalité cachent une violence, un danger. Oui, c'est ce que Sébastien Tellier appelle l'amour et la violence. C'est inspiré d'une histoire que j'ai connue quand j'avais 9 ans, en effet, en 94. D'une famille comme ça qui vivait dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. L'un des fils était avec moi en CE2 à l'époque. Ouais. Le père de famille, comme dans le livre, est un brillant polytechnicien qui a travaillé en cabinet ministériel, etc. Tout semble bien aller, mais il est pris d'une sorte de délire un peu paranoïaco-psychotique. Et donc un jour, en effet... il était très exagérément jaloux, quoi. Tout à fait. Alors il se trouve qu'il soupçonnait sa femme de le tromper avec... le peintre qui avait réalisé justement le portrait de famille. L'ironie de l'histoire, c'est le peintre qui a fait ce portrait de la famille parfaite, Ralph Lauren, qui, selon le mari, le cocu imaginaire ou pas, puisque tout ça est un peu trouble, mais en tout cas, il est persuadé que sa femme le trompe et il finit un jour comme ça par tuer sa famille. Quelques années avant Dupont de Ligonnès. C'est une affaire qui ressemble pas mal à l'affaire Roman et à l'affaire Dupont de Ligonnès. Oui, oui. Est-ce que vous diriez que c'est une comédie romantique, ce livre? C'est une sorte de vaudeville grinçant, je dirais. Oui, oui. Oui, c'est très noir, en fait. Et dès le début, avec ce crime, mais plus on avance... Alors, contrairement à vos autres romans, je dirais, vous êtes assez loufoque, vous aimez bien le burlesque, vous êtes, comme on pourrait dire, comme d'autres grands auteurs, comme moi-même, par exemple, attiré par la potacherie. Et il y a ça au début du livre. Et puis, plus on avance, et plus, finalement, c'est une histoire très tragique et très mélancolique, ce qui est nouveau chez vous. Mais vos livres aussi ont leur fond de spleen. C'est possible. On est des faux potaches. Tout à fait. Et je sais que vous aimez comme moi un livre qui est La vie de Patachon de Pierre de Régnier, qui est un livre que je conseille à tout le monde, qui est comme ça la vie d'une fêtarde qui s'appelle Emma Patachon. Et le livre est un peu délirant, et plus on avance dans le livre, plus c'est en fait mélancolique. Mais l'écume des jours de Vian aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois qu'en fait, c'est esthétiquement peut-être ce que je préfère. C'est la frivolité splénétique.
Mais ça a été... alors, c'était pas vraiment... C'est un peu nouveau, je dirais, chez vous. Ouais. Il y a même des passages dans le 16e arrondissement de déambulation modianesques. Oui, alors ça, Modiano, c'est une vieille passion pour moi. C'est vrai que quand j'avais 18-20 ans, c'était vraiment mon écrivain préféré. Et c'est vrai que c'est ce qui m'est resté de lui, c'est ce goût de tourner en rond indéfiniment dans les mêmes coins. À l'heure des écrivains voyageurs à la Sylvain Tesson, je propose une contre-programmation qui est de tourner en rond dans le 16e indéfiniment. Mais est-ce que vous croyez que le fait de basculer comme ça dans une forme de presque de dépression ou de noirceur, c'est une question d'âge? Peut-être j'arrive à un âge où des écrivains que j'aime bien commencent à mourir. Fitzgerald, il est mort à quoi, 44 ? Oui. J'ai 40 ans, donc j'arrive peut-être dans le temps additionnel. Pourquoi en avoir fait une fiction? Puisque c'est une histoire vraie, vous auriez pu, au lieu de vous appeler Yvan, vous auriez pu vous appeler Louis-Henri et assumer la part autobiographique. Tout à fait. Alors, pour répondre aux critiques littéraires que vous êtes, je dirais que pour moi, il y a un peu l'école Carrère et l'école Modiano. Le récit, le non-fiction et tout ça, qui est plus dans l'air du temps en ce moment. Et moi, d'abord, j'ai pas ce talent-là et j'ai pas ce goût-là non plus. Et je crois que je préférais retrouver comme ça de manière un peu onirique cette période sombre de mon enfance. Ouais. Oui, d'autant que Carrère l'a fait sur l'affaire Roman, qui est aussi un meurtre familial, quoi, un meurtre collectif. Exactement. Yvan tombe amoureux à 38 ans. Donc de la femme de son producteur, actrice de plus de 10 ans de plus que lui. Qui verriez-vous dans le rôle? Alors je me suis demandé, Marion Cotillard, Cécile de France... Je crains que Marion Cotillard ne soit pas assez élégante pour jouer ce personnage. Dis donc, comment osez-vous? Je préfère Cécile de France. Non, alors je dis qu'elle ressemble un peu à Lorraine Bacall dans Le Crime de l'Orient Express, mais c'est une référence un peu vintage. Oui. Vous avez un don pour la vanne qui tue. Il n'avait jamais compris une ligne au livre qui paraissait aux éditions du Seuil. C'est pas très très gentil pour les éditions du Seuil. Mais oui, mais est-ce que c'est faux? Est-ce que vous comprenez quelque chose au livre qui sort au Seuil? Est-ce que on peut dire que vous êtes le Sacha Guitry de Technicart? Qu'est-ce qui s'est passé au Masque et la Plume? Vous êtes allé au Masque et la Plume une seule fois. Alors, ils ne vous ont jamais rappelé. J'ai fait 2 émissions. Ah, 2 émissions, d'accord. Première émission, Rebecca Manzoni me dit c'est génial, etc. Revenez. Donc je reviens 3 semaines plus tard. Et là, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Vous avez fait une vanne qui passait pas? C'est quoi? Alors, je me suis moqué d'un écrivain du Seuil qui était Édouard Louis, pour ne pas le nommer. Et alors, peut-être que ça ne passe pas sur les ondes de France Inter. C'est ça. Mais j'ai dit du bien de Scholastique Mukasonga. Donc, je pensais que... Ah oui. Et en plus, sincèrement, parce que j'avais adoré son livre. Et j'ai dit justement que... En fait, Scholastique Mukasonga raconte un livre donc, sur des choses horribles qui se passent au Rwanda, mais de manière très pudique et tout ça. Et je disais, ça nous change des pleurnicheries d'Édouard Louis. Vous croyez que c'est à cause de ça? Elisabeth Philippe s'est un peu crispée à ce moment-là. Ah, oui. Et voilà, bon, il n'y a pas eu de suite. Bon. Vous dites que la reconnaissance légale du droit d'auteur est le seul progrès durable apporté par la Révolution française. C'est Beaumarchais qui a eu l'idée de... Tout à fait. Oui. Si vous connaissez d'autres progrès apportés par la Révolution française... la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, non? Je rappelle à vos auditeurs que vous êtes aristo par votre mère. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour votre famille à ce moment-là, mais ça s'est bien passé. Mais vous vous en êtes jamais remis. Mais bon, c'était il y a longtemps. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La Révolution française. Non, tout à fait. Et il faut l'accepter. Elle a eu lieu. Passons sur l'événement, oui. Enfin, en tout cas, je vois que la France, là où on parle, la France n'a pas de gouvernement, donc 2 siècles après... On est bien avancé, ouais. Oui, c'est vrai que je l'ai dit à Adeline de Clermont-Tonnerre. Bon, je reçois beaucoup d'aristos dans cette émission. C'est pour ça que c'est une bonne émission. Une émission très snob, très snob. Alors, je voulais vous féliciter aussi pour la couverture de Floc, où on voit ce couple qui trinque au champagne au milieu d'une ville de Paris en ruine et en feu, avec la tour Eiffel qui s'effondre. D'où est venue cette idée? C'est vraiment splendide. Je pense que c'est la plus belle couverture de livre de la rentrée littéraire. C'est aussi mon avis. Alors, il y a un personnage dans le livre nommé Jean-Yves Leblanc, qui sort avec des mannequins, qui prend de la cocaïne au bain-douche. Mais où allez-vous chercher tout ça? Vous avez connu sans doute le modèle, un certain Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel, oui, voilà. Qui était un ami de mon père. Et ce personnage, en fait, il se trouve que ce fait divers tragique qu'il y a eu dans mon école, ils avaient un lien familial avec Jean-Luc Brunel. Et donc ce personnage, alors je l'ai appelé Jean-Yves, ce qui fait référence à une autre personne que vous avez connue. Oui. Dont je ne parlerai pas. Exactement. Oui.
Mais bon, je dirais que c'est 90%, 80-90% quand même Brunel, qui est un personnage quand même sombre. Mais je ne savais pas que c'était un ami de votre, père. Oui. Et non, mais c'est ce qui est bien dans le livre, c'est qu'on reconnaît les gens sans les reconnaître complètement. Ça reste quand même une fiction. Oui, et d'ailleurs, les personnages d'Alban Blanzac, la comédienne, et le méchant Michel Hugo, pour le coup, ne renvoient à aucun personnage. Oui, mais alors, je connais moins bien ce milieu que vous, mais quant à Yvan, le personnage principal ne me ressemble absolument pas, ouais. Le vrai sujet du livre, c'est peut-être l'année 1994. C'est-à-dire cette année-là, il y a beaucoup d'événements qui vous ont frappé. Bon, non seulement ce triple meurtre dans le 16e arrondissement, dans une famille apparemment sans problème, il y a le suicide de Kurt Cobain, celui de François de Grossouvre, l'accident d'Ayrton Senna. Ah ouais. Et pour vous, bon, vous avez 8 ans et c'est cataclysmique tout ça. Oui, parce que donc ce fait divers qui a eu lieu dans la réalité en mi-mai 1994, le suicide de Grossouvre, c'est au mois d'avril, et la mort d'Ayrton Senna, c'est le 1er mai. Donc tout ça était une espèce de séquence. Et moi, je me souviens que Grossouvre, pourtant, donc j'étais pas vieux, mais un suicide à l'Élysée, mon père avait dû m'en parler, ça m'avait paru un truc très très mystérieux. Alors moi j'ai raté 7 fois le permis de conduire, donc la voiture n'est pas ma passion, mais j'avais des copains qui regardaient la Formule 1, donc je me souviens dans la cour de récréation de cette émotion de la mort de Senna qui avait eu lieu en direct comme ça. Oui. Et puis après ce camarade qui se fait tuer, et puis c'est vrai qu'après j'ai découvert plus tard, parce que je ne lisais pas Guy Debord en CE2, hein, je veux bien frimer, mais et après quand j'ai découvert plus tard qu'il y avait ce suicide Debord s'est tué aussi Guy Debord s'est suicidé en 94 aussi, ouais, et donc Kurt Cobain aussi comme vous l'avez cité. Ça fait une espèce de constellation. Et Bérégovoy. Alors Bérégovoy, c'est 93. Ah d'accord, ok. La veille de cette tentative d'attentat sur Monica Seles au tournoi de tennis de Hambourg. La question de la page 82. C'est une rubrique importante. Alors c'est une nouvelle question. C'est une nouvelle rubrique, c'est la question de la page 82. Page 82, vous dites... prendre une sole meunière au Lutetia, est-ce que c'est de gauche ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens de gauche ? C'est une question que je n'ai jamais vraiment réussi à résoudre. Oui. Ou au Lutetia ? Alors, au Lutetia, je ne pense pas. Et sur Terre, j'en sais pas. Mais puisque vous venez d'une très ancienne famille, très prestigieuse, et que vous êtes un descendant d'un immense écrivain qui est François de La Rochefoucauld, du coup, dans plusieurs de vos livres, y compris dans celui-là, vous rendez un peu hommage à, non pas l'aristocratie, mais certaines valeurs de ce monde-là, de ce monde presque disparu. Mais alors, comme mes sœurs me reprochent de radoter, c'est pour ça que j'en ai fait ce livre. Ivan Kamenov est un descendant de Russe blanc. Oui, voilà, comme ça vous permet d'éviter... Donc je fais une phrase sur la Révolution russe, parce que je me suis dit, ça me permet de décaler légèrement le truc. Mais je vous ai perçu à jour quand même. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est un thème qui m'est assez cher, et je pense que ça veut dire quelque chose dans la littérature française d'ailleurs, et dans la manière d'être. Mais parce que ce qui est bizarre, c'est que vous n'êtes pas snob, puisque vous n'avez pas besoin de l'être quand on s'appelle La Rochefoucauld. Mais en revanche, quand même, vous ne renoncez pas, vous ne vous grimez pas en autre chose. Vous voyez ? C'est ça que je veux dire. Tout à fait, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est compliqué d'assumer l'idée d'être un aristo fauché en 2025. Oui, en même temps, il y a une forme de fierté, pas au sens d'orgueil mal placé, mais je vois parfois des trucs, par exemple encensés dans la presse de gauche, de très mauvais livres, de Kaamelott, trucs, et je me dis, tout ça finalement passera avec l'écume des jours. Et je me dis, on est encore là 1000 ans après. Donc, je sais pas, les Édouard Louis passeront. Oui, mais je sais pas, vous pouvez, de toute façon, vous pouvez y aller, on est sur le Figaro Télé, donc on a tout à fait le droit de dire du bien de la noblesse. Quelles sont les valeurs de la noblesse que vous défendez encore aujourd'hui? C'est quoi? C'est un désintéressement? C'est le panache? Je pense qu'il y a l'idée que l'argent ne doit pas passer en premier. L'idée, oui, une forme de détachement. Je pense qu'il y a pas mal de choses communes avec un certain esprit anglais. Je trouve que les aristos ont un peu un esprit anglais, même dans leur manière d'être un peu fou et un petit peu je m'en foutiste. Ouais, d'avoir une manière une forme de désinvolture par rapport à des choses qui paraissent importantes pour d'autres gens. Oui.
et en même temps, après, d'accorder une importance folle pour des choses qui paraissent dérisoires. Oui, comme les boutons de manchette. Tout à fait, voilà, tout à fait. Oui. Par exemple, moi, les seuls boutons de manchette que j'ai, c'est les boutons de manchette du Jockey Club dont je suis membre. Et voilà, ça, par exemple, ce détail m'importe. Oui, en fait, j'ai eu tort de dire que vous n'étiez pas snob. Parlons de choses sérieuses à présent. Le Chef Air est-il vraiment le meilleur restaurant du 16e ? Non, j'ai exagéré. Il y a un resto que j'aime beaucoup, mais alors, dont le nom m'échappe parce que je commence à perdre la tête à 40 ans, qui est rue Guy de Maupassant, le Relais du Bois. Ah. Je préfère le Relais du Bois, bon, en le vérité. Relais du Bois, ok, très bien. Et à Franklin, vous n'étiez pas en classe avec Brigitte Macron ? Elle a été prof à Franklin. Elle a été prof, bien sûr. Elle a eu des cousins à moi, mais elle a été prof. Moi, j'étais parti depuis longtemps. Ouais. Non, j'ai raté de peu Viviane Lemaire, la mère de Lemaire, la mère de Bruno Le Maire, qui a été directrice du petit collège après mon départ. Donc, je suis passé à côté de grandes dames, mais... Oui. Et il y a cette phrase vers la fin du livre qui à mon avis, vous définit bien. Malgré ses farces, il demeurerait à jamais un enfant triste du 16e arrondissement. Ouais. Voilà, c'est le mélange Guitry-Modiano, ouais. C'est très beau, c'est très beau. Alors, on passe au jeu Devine tes citations. Je vous lis des phrases de vous, tirées de tous vos livres, et vous devez deviner sans tricher. Très bien. Dans quel livre vous avez écrit ceci ? Yvan, c'est facile. Ah. Yvan n'était pas l'homme de sa vie. De toute façon, il n'était même pas un homme. C'est donc L'amour moderne, oui. L'amour moderne, 2025. Elle est dure avec lui, quand même, la femme d'Yvan. Tout à fait. C'est l'histoire d'un type qui n'arrive pas à être un homme. C'est pour ça, d'ailleurs, que Yvan, au début du livre, vient de se séparer de sa femme, ouais. Mais alors, s'il est vraiment pas un homme, elle a raison de le quitter. Oui, mais il n'est pas un mâle alpha, voilà. Voilà, oui, c'est ça. Mais donc, il est un homme sensible. Oui. Est-ce qu'un homme sensible est un homme ? Oui, je crois, oui. Autre phrase de vous. À son jeune âge, il avait encore 2 ou 3 divorces devant lui. C'est toujours dans L'amour moderne, ouais. Excellent aphorisme. Alors ça, vraiment, j'adore. Encore un. Le refus des louanges est un désir d'être loué 2 fois. Ça, c'est mon ancêtre, François de La Rochefoucauld, dans ses maximes. Ouais. Voilà, c'est les maximes de La Rochefoucauld, 765. Bravo de ne pas vous être attribué ce tube, parce que c'est un peu son tube. Hein. Je la relis. Le refus des louanges est un désir d'être loué 2 fois. Mais je me demande si dans mon livre, il n'y a pas un sample de mon ancêtre. Ah oui ? Non crédité, une phrase de lui que je m'amuse à rebidouiller. Ouais, je crois, ouais. Je vous en dis d'autres de ces tubes, hein, parce que c'est toujours un plaisir de les réécouter. Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. Ça, c'est toujours votre ancêtre. Ouais. Et puis, qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Ça, franchement. C'est vrai. Est-ce qu'on se sent écrasé d'être l'arrière petit-fils d'un grand écrivain ? Il y a un truc assez troublant quand on... Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, La Rochefoucauld. Je veux dire, à part vous deux. Alors, il y en a un qui était un copain de Proust, qui a écrit des livres, dont un livre qui vend pas mal, qui s'appelait L'amant et le médecin. Mais bon, qui n'est pas passé à la postérité, qui s'est présenté à l'Académie française, qui n'a pas été pris et tout ça. Ça arrive à des gens très bien. C'est vrai. Non, il y a eu Edmée de La Rochefoucauld, qui était une femme de lettres. Oui. Voilà, mais vous êtes trop jeune pour l'avoir connue. Autre phrase, de vous cette fois. Quand on n'a plus de château à transmettre, on peut au moins tenter d'aménager pour ses enfants une mémoire habitable. C'est un livre que j'avais appelé Château de sable, ouais. Oui, 2022, prix des 2 Magots. Exactement. Je précise que L'amour moderne est sur la liste du prix Renaudot. Toujours. Tout à fait. Donc là encore, vous voyez, on peut tenter d'aménager une mémoire habitable. Il y avait déjà cette idée que l'aristo désargenté a quand même quelque chose à transmettre. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires familiales, il y a beaucoup de... Mon père, par exemple, est un homme qui a une mémoire phénoménale et qui est le spécialiste dans notre famille. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je lui parle de personnages historiques, à chaque fois il me dit, tu sais, c'est drôle, on avait tel lien de parenté, par telle branche, par tel truc, etc. Bah oui, parce que les La Rochefoucauld, il y a eu je ne sais combien d'évêques. Oui, alors normalement, les évêques n'ont pas censé avoir de descendance. Mais non, il y a eu pas mal de mariages illustres qui me donnent des ancêtres improbables. Par exemple, je descends de Lully, qui est plutôt connu pour son homosexualité, mais enfin, il avait une femme avec laquelle il a eu des enfants. Donc j'ai quelques ancêtres comme ça assez pittoresques à travers les siècles. Bon, alors on passe au questionnaire de Bec BD, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Pourquoi un jeune devrait-il lire votre livre, L'amour moderne, au lieu de scroller sur TikTok? Pour des raisons de santé mentale élémentaire, parce qu'on n'arrête pas de nous saouler avec la santé mentale là, depuis quelques mois. Et vous voyez bien, quand vous scrollez pendant 1 heure, vous êtes dans un état de tension nerveuse impossible. Alors quand vous lisez un livre qui vous plaît, vous entrez dans une hypnose assez agréable. Donc vous voulez dire que ce livre devrait être remboursé par la sécurité sociale? Tout à fait. Voilà. Que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT? Alors c'est une question douloureuse pour moi parce que j'ai perdu un boulot à cause de ChatGPT. Comment ça? Je peux vous raconter l'anecdote en 1 minute. Il y a quelques années, je bossais pour une prestigieuse enseigne parisienne dont je ne peux pas dire le nom, où j'étais ghostwriter de la DIRCOM. Donc je faisais des petits textes de 700-800 signes. Et puis un jour, ça s'est arrêté, et puis on m'a dit oui, on te recontactera, puis on m'a jamais recontacté. Et puis je recroise le boss 2 ans après. Vous avez été remplacé. Et là, il me dit, ah tu sais, c'est génial, parce que maintenant je fais écrire les textes que tu faisais par ChatGPT. Je leur dis, écris des petits textes vaguement rigolos, façon Laurie de la Rochecôte, etc. Et il me dit, ça me convient parfaitement. Et ça lui coûte moins cher. Bon, j'étais pas très cher, mais donc voilà. Estimez-vous heureux que de pouvoir encore continuer de bosser au Figaro Magazine, parce que... Oui, non, mais ça va pas durer longtemps. Mais c'est vrai que c'est terrible, parce qu'on se dit qu'on est remplaçable, finalement. Ah, moi, j'ai atteint mon obsolescence programmée, Vous n'avez jamais eu peur, en l'écrivant, que votre livre ne serve strictement à rien? Bah, comme disait l'autre, c'est plus beau parce que c'est inutile. Ah, Edmond Rostand. Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil? Alors, au risque de vous décevoir, je pense que certains écrivains peuvent être gentils. Par exemple, un poète un peu élégiaque qui fait des lignes sur un paysage, par exemple, peut être gentil. En revanche, je pense qu'un critique littéraire doit savoir être méchant. Et il ne faut pas oublier cette fameuse phrase de Beaumarchais sans la liberté de blâmer, il n'est pas un éloge flatteur. Devise du Figaro. Exactement. Voilà, quel faillot. Tout à fait. Et non, parce que, je veux dire, il y a, le milieu littéraire et l'actualité littéraire est un monde où il y a énormément de fausses valeurs. Et de temps en temps, c'est bien de rappeler... moi, j'adorais, quand j'étais petit, les habits neufs de l'empereur d'Andersen. Donc, tout d'un coup, ce gosse arrive et dit, non, mais l'empereur est nu, quoi. Et de temps en temps, quand il y a des très mauvais livres encensés par tout le monde, il est bien de rappeler que c'est de la merde. Et puis, ça n'engage que vous. Votre avis n'est pas forcément la vérité. C'est ça que les gens oublient parfois. Bien sûr, oui, c'est vrai qu'après les gens sont très susceptibles maintenant. Donc quand on écrit un mauvais papier, on se fait, c'est la chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux. Ah oui. Et il faut rappeler que tout ça aussi est un jeu, quoi. Récemment, on m'a reproché d'avoir critiqué une femme en étant un homme. Et le fait d'être un homme m'interdisait de critiquer un auteur de sexe féminin. C'était intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être un écrivain? La solitude, la pauvreté ou la folie? Je dirais l'angoisse existentielle. Un roman doit-il réparer le monde? Alors je me méfie beaucoup parce qu'il y a un côté un peu stalinien dans cette... Et par ailleurs, réparer les vivants de Maïs de Kerangal n'est pas trop ce que j'aime en littérature. Mais en même temps, si je retourne votre question, et si c'est est-ce qu'un livre doit empirer le monde, je ne sais pas ce qu'il faut se souhaiter non plus. Voilà, donc est-ce qu'il y a une bonne réponse? Je ne sais pas. Quel est votre chef-d'œuvre? Alors, il sera publié, il sera publié en août 2045, quand j'aurai 60 ans. Très bien. Êtes-vous un ouin-ouin? J'essaye au minimum, parce que justement, je pense que être ouin-ouin n'est pas conforme avec l'idée de la noblesse. Bravo. Le but de la littérature n'est-il pas de mentir sans se faire prendre? Oui, mais comme on finit toujours par se faire prendre un moment ou un autre, on peut essayer, mais... Oui. Qui est le meilleur écrivain français vivant? Alors, je vais en citer 2. Patrick Modiano reste pour moi une référence dans son espèce de monde onirique qu'il a créé. Et un écrivain qui m'a rendu vraiment moins bête, c'est Cécile Gilbert. Voilà. Pour citer un écrivain contemporain qui est venu ici même dans ce salon. J'ai découvert beaucoup de livres et elle m'a vraiment rendu moins bête, je pense. Oui, parce qu'elle n'est pas seulement romancière, c'est une essayiste littéraire. Si vous étiez très riche, est-ce que vous cesseriez d'écrire? Écoutez... Soyez honnête. Alors, c'est vrai que l'idée, est-ce que si j'étais très riche, est-ce que je deviendrais donc reclus et peut-être que je sortirais un livre? Là, vous deviendrez vraiment un vieux garçon. Ouais, donc je ne crois pas que ça soit à me souhaiter. En fait, c'est marrant parce que quand on est justement... on est toujours pris par nos galères, etc. Mais c'est aussi nos galères qui nous poussent à devoir un peu nous dépasser. Si demain, j'étais enfermé dans un château avec du personnel...
Bah oui, c'est ce qui était la vie normale de vos ancêtres. C'est vrai. Ce qui aurait dû être ma vie, hélas. Mais peut-être ça rendrait de moi, une loque. Donc c'est peut-être pas souhaitable. La phrase de vous dont vous êtes le plus fier. Alors c'est marrant parce que dans mon livre précédent, où je mettais en ce qui s'appelait Les Petits Farceurs, je mettais en scène 2 personnages qui rêvaient de devenir écrivains. Et l'un des 2 se rêvait à la fois en écrivain maudit, mais en écrivain à succès. Et je disais, on ne peut pas avoir le spleen et l'argent du spleen. Et cette phrase a été pas mal citée dans la presse. Donc c'est pas brillant, mais je resterai peut-être pour cette phrase. Elle est pas mal. Mais celle sur il a encore 2 ou 3 divorces devant lui, elle est pas mal aussi. J'aime bien. Tout à fait. Avez-vous menti durant cette conversation? Absolument pas. Non. La question Fahrenheit 451, si les livres étaient interdits, lequel seriez-vous prêt à retenir par cœur pour le réciter dans une forêt? Vous connaissez ma réponse, je suis obligé de dire les maximes de La Rochefoucauld. Ah, bah oui, c'est bien. Cet atavisme familial vous honore. Y a-t-il un livre qui vous a sauvé la vie? Alors, tout le monde, maintenant, dans les émissions de télé à Paris ici, dit tout le temps « j'ai été sauvé par tel ou tel livre ». Alors, absolument pas. Je m'y attendais. Non, mais en revanche, honnêtement, je me souviens quand j'ai lu Testament de Gombrowicz, quand j'avais 26-27 ans, ça m'a vraiment ouvert une fenêtre dans le cerveau. Ouais. Et après, j'ai beaucoup lu Gombrowicz, notamment un livre que j'adore de lui, qui est Souvenirs de Pologne. Lui aussi, aristopolonais et tout ça, qui a cet ethos aristocratique. Il m'a pas sauvé, mais il fait partie de ces quelques écrivains qui m'ont ouvert des horizons. Tout à fait. Oui. Quel est votre âge mental? Je dirais 11 ans quand l'Angleterre. 1994. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Merci infiniment, Louis-Henri de La Rochefoucauld, d'être venu nonchalamment deviser dans un salon aristocratique chez La Pérouse où beaucoup de snobinards sont venus depuis 300 ans. Je vous ordonne de lire L'amour moderne de Louis-Henri de La Rochefoucauld. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci à l'équipe du Figaro TV de continuer à supporter ces enregistrements. Merci à ma fille qui gère le community management. Abonnez-vous à tout, à la chaîne YouTube, likez-nous, quoi. Mettez des cœurs partout, ça fait plaisir. Et puis, n'oubliez pas, la lecture est à l'esprit, ce que le sport est au corps. À bientôt.